Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition rétrospective sur BCTV dont voici les titres. Le secrétaire général du Forum des parlementaires de la CIRGL, l'ambassadeur Onyango Kakoba, a conduit sa délégation auprès du président du Sénat, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba, le jeudi 3 octobre 2019 pour présenter leur civilité. Et puis, un accord sur l'importation de la farine de maïs entre le gouvernement zambien et celui de la RDC représenté par le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussois a été signé le mercredi 2 octobre à Lusaka dans le but de lutter contre la pénurie de maïs dans la province du Haut-Katanga. Enfin, 13 jours après l'entrée en vigueur de l'arrêté communal portant interdiction de la circulation de taxis-motos dans les routes de la commune de la Gombe, la mesure semble ne pas être respectée. C'est le constat fait par nos reporters le jeudi 3 octobre 2019. Après 2 jours de travaux intenses, les parlementaires du Forum des États membres de la Conférence internationale sur la région de Grand Lac sont allés présenter des civilités au président du Sénat, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba, ce 3 octobre 2019 dans son cabinet de travail. Cette deuxième réunion ad hoc des finances, organisée en collaboration avec les parlements de la République démocratique du Congo, a connu une participation active des membres du bureau du Sénat. Après échange avec le président de la Chambre haute, le secrétaire général du Forum des parlements des États membres de la CIRGL, l'ambassadeur Onyango Kakoba, chef de la délégation, s'est exprimé en ces termes. C'est une visite de courtoisie. Vous savez, dans la culture africaine, quand vous arrivez dans une famille, vous devez visiter le chef de la famille. C'est pourquoi nous sommes venus ici visiter le chef de la famille, le remercier pour nous avoir accordé le soutien nécessaire pour l'organisation de notre réunion, mais également le faire un briefing sur tout ce qui s'est passé au cours de notre réunion. Je dois dire que la RDC, c'est l'un des pays qui nous a beaucoup soutenus depuis le début de ce processus. Sauf dans les dernières années où le pays était confronté aux élections, que les contributions n'étaient pas régulières. Mais nous venons d'avoir l'assurance du président que la situation va redevenir normale très bientôt. Pour rappel, les forums des parlements de la CIRGL est une organisation interparlementaire regroupant 12 pays de la région de Grand Lac, dont la République démocratique du Congo. Pour servir d'exemple et motiver tous les membres de son gouvernement, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a fait la déclaration de son patrimoine familial ce lundi 30 septembre devant la Cour constitutionnelle. Le chef du gouvernement s'est prononcé en premier et appelle toute son équipe à emboîter les pas pour se conformer à la loi fondamentale de la RDC, la Constitution du 18 février 2006, en son article 99. L'échéance établie pour la couverture de ce processus constitutionnel tend peu à peu à sa fin. Les membres du gouvernement Ilunkamba sont tenus de déposer urgemment la déclaration écrite de leur patrimoine familial. D'après la procédure judiciaire à suivre, le patrimoine familial inclut le bien du conjoint selon le régime matrimonial, des enfants mineurs et des enfants même majeurs à charge du couple. La Cour constitutionnelle a communiqué cette déclaration à l'administration fiscale et faute du dépôt de liste du patrimoine en déant les 30 jours, la personne concernée est réputée démissionnaire. Il s'y est de signaler par ailleurs que la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation est saisie dans les 30 jours suivant la fin des fonctions, faute de cette déclaration en cas de déclaration frauduleuse ou soupçon d'enrichissement sans cause. Les États-Unis d'Amérique ont réaffirmé leur volonté d'œuvrer avec le nouveau gouvernement congolais en vue de relever ensemble les défis liés entre autres à l'éducation et à la sécurité. C'est le message de Donald Trump
transmis par l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa, Mike Hammer, au ministre d'État, ministre de la Coopération internationale, intégration régionale et francophonie, Pépin Guillaume Mandjolo, c'est vendredi 27 septembre. C'est pour lier la parole à l'acte que le diplomate américain a conduit une délégation de l'USAID au cabinet du patron de la coopération internationale. Au sortir de l'audience, Mike Hammer a confié que l'agence américaine d'assistance USAID contribue chaque année à l'éducation dans le pays de Félix Tshisekedi avec une enveloppe à la hauteur de 5 millions de dollars américains. Dans le chapitre de la paix et de la sécurité, le représentant de Donald Trump en RDC souligne que cette question est l'une des préoccupations majeures des États-Unis. Il est très important pour les États-Unis de coopérer avec le gouvernement Ilunkamba, a précisé l'ambassadeur américain à Kinshasa, à Maître Pépin Guillaume Mandjolo, ministre d'État à la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, qui le recevait dans ses installations. Pas un seul jour de repos pour le nouveau patron de la coopération internationale, intégration régionale et de la francophonie, Maître Pépin Guillaume Mandjolo. Dans les cadres de la coopération RDC et le pays ami, Maître Pépin Guillaume Mandjolo a repris ce lundi la série d'audiences qu'il accorde aux diplomates accrédités à Kinshasa. La première audience de cette journée a été accordée à l'ambassadeur de la Tunisie, Bouzekri Armili. Son pays compte renforcer les relations avec la RDC, surtout dans les domaines énergétiques et précisément dans l'exploitation du gaz méthane. L'ambassadeur de Tunisie s'est livré à la presse au sortir de l'audience. Vous savez, nous avons une compagnie pétrolière donc tunisienne qui s'appelle EPPM, qui a un projet au lac Kivu, donc Nord Kivu, pour l'extraction du gaz méthane du lac Kivu. C'est un grand projet de 163 millions de dollars pour une première étape. Et pour la deuxième étape, il y aura donc une enveloppe de 320 millions de dollars. La Turquie a elle aussi été représentée au cabinet du ministre d'État Pépin Guillaume Mandjolo par son ambassadeur à Kinshasa, Salih Boga Gulder. Il était porteur de la promesse de son pays d'apporter son morceau de bois au développement de la RDC grâce à une coopération gagnant-gagnant. Les ministres d'État à la coopération a bouclé sa journée de travail avec un fils du pays en la personne d'Ngoy Mulunda, membre du Conseil consultatif électoral de la RDC et ancien président de la Commission électorale nationale indépendante. Ils ont ensemble évoqué l'importance de l'appartenance de la République démocratique du Congo à cette organisation sous-régionale ainsi que la nécessité de travailler pour faire profiter au peuple congolais les acquis de cette participation du pays aux activités de la SADC. C'est à travers un discours-programme que Pius Mwabilumbayo Mukala a décliné son programme de gouvernance devant agents et cadres de son ministère à l'hôtel Béatrice à Kinshasa. De la maximisation des recettes à la concrétisation du programme du chef de l'État, en passant par les mises en garde des agents, le patron de l'urbanisme est resté égal à lui-même. Pour appeler tout le monde au travail, le ministre d'État évoque un constat malheureux de son ministère. Sur ce point précis, l'homme est ma déception de constater que sur les 9 actes générateurs des recettes de mon ministère, à peine 2 seulement sont activés. J'en appelle donc à la conscience de tout un chacun. Car il ne faut pas seulement exiger de l'État consentir des sacrifices, mais aussi nous avons le devoir de fournir à l'État ce qui lui revient pour son bon fonctionnement. C'est dans cette optique que j'ai instruit le secrétaire général de nous transmettre le rapport mensuel de toutes les opérations liées à l'octroi des permis de construire et des avis urbanistiques. Pius Mwabilou a continué son discours en annonçant la politique de son ministère qui est basée sur 6 priorités, entre autres, l'adoption du Code de l'urbanisme et construction, l'organisation des États généraux, la mise en place du Fonds national de l'habitat et l'Agence congolaise pour la promotion immobilière, pour ne citer que celle-là. Mais comment compte-t-il s'en sortir? Mesdames et messieurs, pour y parvenir, je sollicite votre entière collaboration car ma victoire serait incontestablement la vôtre.
terminaux sont à observer. Un agent de l'État n'est pas un électron libre, car il doit au préalable respecter la voie hiérarchique pour tout acte qu'il est appelé à poser. Signalons que Pius Mwabilumbayo Mukala a, dès l'entame de la cérémonie, remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance et Joseph Kabila Kabange, son autorité morale, pour les choix portés sur sa personne. Suite à la pénurie de maïs dans la province du Haut-Katanga qui a provoqué la hausse du prix de ces produits agricoles, un protocole d'accord sur l'importation de la farine de maïs entre le gouvernement zambien et celui de la République démocratique du Congo a été signé ce mercredi 10 octobre à Lusaka. 5 millions de tonnes métriques de maïs seront exportées en République démocratique du Congo, a annoncé le ministre de l'Agriculture zambien, Michael Zomondani. Le fondement de ces accords, a-t-il ajouté, est dans le but de faciliter et promouvoir la croissance économique de ces deux pays voisins sur les échanges commerciaux, car le commerce est le levier même de l'économie nationale. Ici de noter que la ministre de l'économie nationale congolaise, Akasia Bandoubola, et celui du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, ont été envoyés par le gouvernement congolais pour rencontrer les autorités zambiennes. Ce protocole d'accord a été motivé par 3 raisons essentielles. La première, c'est que la Zambie et nous-mêmes, nous faisons partie de la SADC, du COMESA, et nous avons signé l'accord sur la zone de libre-échange continentale qui prône le libre-échange. Ça veut dire que la suppression des barrières douanières entre nos États. Deuxièmement, c'est qu'on a besoin de la facilitation du commerce entre la Zambie et la République démocratique du Congo, que ça devienne plutôt concret, parce que comme vous savez, c'est un voisin que nous n'éviterons jamais. Donc on est des frères. Et donc par rapport à cela, il fallait créer des mécanismes pour que le commerce soit le plus possible facilité. Mais s'agissant de ces protocoles d'accord qui concernent spécialement le maïs, la question a 3 dimensions. La première dimension, c'est que c'est vrai, dans le pays, nous produisons du maïs. Mais il y a un déficit d'offres. Il fallait combler ces déficits par les pays qui est disposé à pouvoir mettre ces produits à notre disposition. Pourquoi la Zambie? Parce que la Zambie nous permet d'avoir ces produits au prix les plus bas par rapport à d'autres marchés de l'Afrique australe. Deuxièmement, c'est que la distance est très courte. Le coût du transport est très faible. Et donc, ces maïs vendus en RDC va coûter à la population moins cher. Troisième élément, c'est qu'il faut anticiper sur les crises à venir. Ces crises ont été récurrentes. Et le moment est arrivé pour que nous ne soyons pas surpris de ce type de crise. Oui, on va développer l'offre nationale, mais oui, il faut pallier à l'insuffisance de cette offre en disposant d'un marché sûr où on peut se procurer des produits et ainsi éviter ces retours chaque fois des crises de maïs en République démocratique du Congo qui sont préjudiciables à notre population. Voilà pourquoi nous avons été envoyés par les gouvernements, le Premier ministre lui-même, sous la direction du président de la République pour pouvoir régler cette question à court et à moyen terme. Retenez aussi que le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula, faisait partie de la délégation congolaise. Lutter contre la corruption, mais aussi contre la contrefaçon et d'autres tracasseries administratives, voilà ce qui a poussé Julien Paluku à signer ces certificats de propriétés industrielles dont certains ont été introduits depuis 2015. Ces documents ont été ensuite remis symboliquement aux mandataires et déposants devant la secrétaire générale à l'industrie et experts du ministère. Pour le ministre Paluku, ces certificats vont protéger ces marques pour éviter la concurrence déloyale. Le ministère a souvent accordé certificats d'enregistrement de vos marques, de vos modèles industriels, de vos dessins industriels pour vous protéger contre ce qu'on appellerait la contrefaçon, pour que l'autre personne ne vienne pas abuser de ce que vous avez déjà fait. C'est donc une sorte d'exclusivité que vous avez. Le nouveau rythme que j'annonce, c'est celui de ne payer que les frais qui vous sont demandés par les trésors. J'ai signé vos documents, c'est gratuitement. Ma signature n'est pas à vendre. Je suis payé par l'État pour ça.
Satisfait de l'acte posé par le patron de l'industrie, l'un des bénéficiaires, Francis Kaloumé Momat, mandataire en propriété industrielle, explique. C'est une joie immense. À l'époque, pour avoir un certificat d'enregistrement, il fallait beaucoup d'acrobatie. Avec le ministre Julien Paluku, nous avons compris aujourd'hui que le Congo, ce n'est pas les hommes qui manquent, mais c'est plutôt la volonté. Et aujourd'hui, il nous a prouvé qu'il a la volonté, la détermination de combattre la corruption. Juste après cette cérémonie de signature des certificats, le ministre Paluku a reçu les opérateurs œuvrant dans les domaines de l'industrie en RDC. Le patron de l'industrie a promis de soutenir et identifier leurs projets avec étude de leur bancabilité. C'est Neida Fanisila, représentante pays-région Afrique centrale de la Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale, qui l'a signifié à Julien Paluku. Créé en 1989 suite au synode diocésain des évêques catholiques qui avait lancé un appel aux congrégations spécialisées en santé mentale et troubles psychiques, le centre Téléma a reçu la visite ce jeudi d'une haute des marques, à savoir la ministre des Affaires sociales Rose Boyata Munkanjo. À son arrivée, la patronne des affaires sociales a été accueillie par la sœur Angèle, responsable de l'atelier ergothérapie. S'enquérir du fonctionnement de ce centre de référence en matière de traitement des maladies mentales pour l'information et la sensibilisation de la population est l'objet de cette présence de Rose Boyata. La visite des lieux a commencé par l'atelier d'ergothérapie. Le travail abattu a étonné la ministre et sa délégation. Sans oublier le travail manuel exécuté en vue d'une meilleure réinsertion sociale de certains patients. La ministre en appelle à l'implication du gouvernement pour soutenir ce centre. J'ai vu que les malades mentaux sont guéris. Ils sont en train de faire des sacs, des habits. Je suis vraiment très stupéfaite. Je crois que les gouvernements ont le grand devoir de venir ici, de venir voir ce qui se passe dans le centre Téléma et essayer de prendre en charge certains malades et aussi pourvoir des médicaments. Après la ronde des différents départements, il a été constaté que le centre connaît d'énormes difficultés en eau, électricité, pour ne citer que celle-là. Ce que nous pouvons demander à la ministre, vraiment avec tout notre cœur, c'est que nous avons beaucoup de cas sociaux. Nous avons beaucoup de cas sociaux au niveau du centre. S'ils peuvent nous soutenir. La ministre Boyata a poursuivi sa visite dans la commune de Kintambo, où une extension du centre Téléma existe. Même exercice comme à Matete, mais à une différence, Rose Boyata a découvert la construction en cours d'un hôpital moderne. Après 3 mois de vacances, l'Assemblée provinciale du Maniema a ouvert officiellement la session ordinaire de septembre ce lundi 30 septembre 2019 à son siège de Kindu. La plénière s'est tenue en présence des députés provinciaux, des membres de l'exécutif provincial, du comité provincial de sécurité, des quelques sénateurs et du président du Sénat, l'honorable Alexis Tambwe Mwamba, en mission dans la province. Le numéro 1 de l'organe délibérant du Maniema a porté la voix de la province pour un message de cœur au président du Sénat. Il y a quelques jours, l'un des dignes fils du Maniema, l'honorable sénateur Alexis Tambwe Mwamba, a été élu président du Sénat congolais, qui est la chambre haute de notre Parlement. Cette élévation par ses pairs est le fruit de la compétence et de l'expérience qu'il incarne dans la gestion de la chose publique. L'Assemblée provinciale du Maniema réitère ses sincères félicitations et souhaite au président du Sénat un fructueux mandat. Poursuivant son allocution, l'honorable Gertrude Kitembo a attiré l'attention du chef de l'exécutif provincial sur le dépôt du projet de loi des finances dans les délais et l'intégration des différents besoins sociaux de base. En qualité du président de la Chambre haute, l'honorable Alexis Tambwe Mwamba s'est exprimé après la cérémonie en ce terme. Je connais ce dossier. Je considère que la décision qui a été prise par Bandro de suspendre ses activités va certainement porter un préjudice énorme, non seulement à la province, mais plus particulièrement au territoire de Kabambare. Ma suggestion sera de réunir rapidement, soit à Kindu, soit à Kabambare, les différents notables de la province, les chefs coutumiers, les éléments qui sont aujourd'hui sur le site, ainsi que les représentants de Bandro pour essayer de trouver une solution.
Parce que si on ne trouve pas une solution, ça veut dire que sur les sites de Namoya, il y a plusieurs milliers de pères de famille et d'enfants qui vont se retrouver sans ressources. À supposer qu'il y ait 1000 travailleurs à Namoya, ça veut dire qu'il y a 1000 conjoints, ça veut dire qu'il y a entre 4 et 5 000 enfants qui du jour au lendemain se retrouvent sans ressources. Et notre préoccupation en tant que responsable au niveau du pays doit tenir compte que du jour au lendemain, on trouve 5 à 7 000 personnes qui sont sans ressources et cela n'est pas acceptable. Cette session essentiellement budgétaire devrait redonner l'espoir aux populations du Maniema qui souhaitent voir l'implication de tous ces élus pour un début de solution aux défis socio-économiques sécuritaires qu'ils possèdent. C'est au quartier général de la MONUSCO à Kinshasa que Leila Zerougui a fait les comptes rendus de son séjour à New York aux États-Unis où elle a participé à la 74e Assemblée générale de l'ONU. Si la patronne de la MONUSCO est d'accord avec la réduction de l'effectif de sa mission, elle reste cependant catégorique. C'est le Conseil de sécurité qui doit définir les nouveaux mandats de la MONUSCO en RDC. Et cette réunion aura lieu au mois de décembre. Cependant, nous adoptons une façon holistique de travailler, a-t-elle déclaré lors de son point de presse. Le chef de la MONUSCO a fait savoir qu'à ce jour, il ne reste que 13 000 troupes onusiennes sur le sol congolais, sur les 16 000 militaires. La force spéciale égyptienne et 2 bataillons indiens et pakistanais ont déjà quitté le sol congolais. Si la situation se consolide à Djougou et au Kasaï, les effectifs se réduiront encore, a-t-elle dit. Elle a également révélé qu'à ce jour, il y a 2000 agents congolais qui travaillent au sein de la MONUSCO, aux côtés de 600 agents étrangers. Par ailleurs, Leila Zerougui a encouragé sur place à New York les institutions financières à venir s'investir en RDC. Le gouverneur de la province du Tanganyika, Zoé Kabila, dans le souci de veiller au développement de sa chère province, a visité les travaux de construction du bâtiment devant abriter le gouvernorat de la province. Ces travaux, qui ont débuté il y a plus d'un mois, visent à doter le gouverneur Zoé Kabila et ses collaborateurs d'un cadre idéal de travail. Ici, aux côtés de l'architecte, le gouverneur Zoé Kabila a visité tous les sites pour avoir le cœur net sur l'état d'avancement de travaux. De la menuiserie, en passant par la maçonnerie jusqu'à l'électricité, tout a été suivi de près par le gouverneur. Ce, avant de prendre la direction de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, dans la salle de plénière répondant aux standards internationaux pouces de terre. Le numéro 1 du Tanganyika a aussi visité sur place tous les sites pour s'acquérir de l'évolution de travaux. Cette nouvelle salle de plénière vient enterrer le souvenir de ce chapiteau en bâche où se réunissaient les députés provinciaux du Tanganyika. Zoé Kabila, qui a fait de la gestion axée sur le résultat, les piliers de sa gouvernance, n'est pas prêt à changer sa vision. Et les travaux de construction du gouvernorat de la province et l'Assemblée provinciale n'en sont que quelques-unes des illustrations. Le directeur général adjoint du Fonds de promotion de l'industrie Boniface Kassembe a effectué une visite de supervision de travaux de forage dans certains quartiers de la ville de Kindu. Il s'agit de projets exécutés par l'ONG Sodiki et qui entrent dans la continuité du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au total, 6 forages de 3500 m3 sont en construction dans cette partie du pays. Le mini-réseau de distribution en cours d'installation va fournir de l'eau potable dans les quartiers Munonga, Tokedi, 3Z, RVA, Braza et Plateau. Consciente que ce forage vont alléger ces problèmes d'eau potable, la population appelle à une exécution rapide du projet. Nous demandons à ce que cela se fasse le plus vite possible afin de permettre à nos enfants d'éviter le retard à l'école et surtout de ne plus faire de distance pour chercher de l'eau. Nous saluons cet acte car désormais il nous aidera à lutter contre certaines maladies causées par les eaux non potables. Face à cet appel de la population, Boniface Kassembe rassure. Les matériels sont déjà arrivés à Matadi et que nous avons déjà payé la dernière facture de l'ONG
pour les permettre de douaner les matériels. Je crois d'ici dans 1 mois ou 2 mois, on peut tout terminer pour servir déjà de l'eau à la population. Toujours dans les cadres de la supervision, afin de s'assurer de l'évolution de projet, les établissements La Grâce ayant obtenu un financement du Fonds de promotion de l'industrie pour le parachèvement de travaux de construction du bateau est aujourd'hui à près de 90% de réalisation de son projet. Il ne reste que certains matériels pour la sécurisation du bateau et le renforcement de besoins en fond de roulement. Après l'effondrement du pont Bundoué dans la province du Olomami le vendredi 20 septembre 2019, une mission d'experts a été dépêchée d'urgence sur place pour prendre des mesures idoines, de façon à rétablir le plus rapidement possible le trafic sur cette voie qui est d'une importance capitale, d'autant plus qu'elle facilite les échanges commerciaux entre les provinces du Lualaba, du Haut-Katanga et les provinces du Grand Kasaï. Une fois sur place, Floribert Mututi, directeur général adjoint de l'office de route qui est à la tête de cette délégation, a rassuré la population sur les dispositions prises pour rétablir cette voie en déant 60 jours. Et d'ajouter que le nouveau pont qui sera érigé sera de 60 tonnes, soit 35 tonnes de plus que celui effondré. Le gouvernement a décidé de lancer un nouveau tablier sur ce pont, sur ce site, de façon à ce qu'on puisse rehausser le niveau de tonnage qui sera utilisé sur ce site. Donc on va passer de 25 tonnes à 60 tonnes. Donc nous, en gros, je peux dire que nous allons prendre toutes les dispositions pour que dans les 60 jours, que le trafic soit rétabli. Alors, cependant, en attendant, il faudra que la population comprenne que nous avons eu des ouvrages qui sont très vieux depuis plusieurs années. Il faudra que les utilisateurs puissent limiter les tonnages, en tout cas, même si pas sur ces sites, mais sur les autres sites, à un tonnage raisonnable. Rappelons que cette infrastructure construite depuis l'époque coloniale et qui souffrait de problèmes d'entretien s'est effondrée suite à la surcharge d'un camion en provenance de Lubumbashi à destination du Kasaï, d'où la nécessité pour le conducteur de camion de charger leur véhicule à un tonnage raisonnable pour éviter ce genre de dégâts. On a pris des mesures concernant les catchs. On les a donné une semaine. Nous sommes mardi. À partir du mardi prochain, on va passer au contrôle. C'est le mardi 10 septembre, date à laquelle la police ville de Kinshasa a donné un moratoire d'1 semaine aux responsables et conducteurs des véhicules taxis de régler le problème des vitres teintées. La police nationale de Kinshasa, qui a fait preuve d'une grande largesse en dépassant les délais accordés, passe à l'acte ce mardi 1er octobre 2019. L'opération sans vitres teintées et Gombe sans moto, c'est ce que le commissaire provincial de la police, le général Silvano Kasongo, a expliqué lors de ce mini-parade aux différentes unités de la police. Respect la discipline. d'origine, Après les descentes pour la sensibilisation qu'a effectuée la police le lundi 30 septembre 2019, l'heure est désormais au contrôle et à la traque des têtes dures. Toutefois, le général Silvano Kasongo a insisté auprès de ces éléments sur la discipline qui doit les caractériser pendant cette opération. Pour cette opération, il y aura des éléments en tenue civile et ceux en tenue militaire. Notez que la mesure sur les vitres teintées ne concerne que les véhicules dédiés au transport en commun. 13 jours après la rentrée en vigueur de l'arrêté communal portant interdiction de circulation des taxis-motos à travers la commune de Lagombe, ceux-ci y circulent toujours, même si leur nombre est très réduit. Les hardis entre le motard, communément appelé Wewa à Kinshasa, bravent la mesure réglementaire du bourgmestre. À la gare centrale et à ses environs où ces motards sont sollicités par une clientèle bien présente, ces derniers sont un peu plus visibles, de même qu'ailleurs, notamment le long de l'avenue du Port.
Néanmoins, sur une bonne longueur du boulevard du 30 juin, ils sont soit rares ou se comptent à bout de doigts. Questionné sur ce qu'il en est de l'arrêté communal et de son application sur les terrains, les transporteurs Wewa se prononcent. C'est Oyo, bourgmestre, na commissaire général à la police, Nyoso, apesi biso pona ko arrêter ba moto Nyoso na ville ya Gombe. C'est-à-dire aboyi moto na kati ya ville ya Gombe. Et ça est comment il est strictement interdit toute circulation de motos dans toute l'étendue de la commune de la Gombe. À partir de ce lundi 23 décembre 2019. Ba moto za circuler, c'est-à-dire il y a quoi? Okoki ko kanga yebo yetango za circulation te. Ba tozo kanga à partir ya ba arrêt, omoni ke sikate les ana ba arrêt wana soki za wana nde sikato zo kanga. Parce que tout dans la circulation, vous pouvez provoquer un accident, vous pouvez wana te. Tout ça, quand vous comprenez, parce que vous avez des même na ba écran et les cas qui sont diffusés partout. Ceux qui ont un bureau, on a une moto, plus de 500 motos, tout ça. Le bourgmestre a eu mesure bien, mais il faut faciliter la limite est à wapi. Parce que la place na sosumata, le corps na sosumata, awa le corps to telemi bo to zana ngaliema. Soki tokei na ngambo ya kuna toza na Gombe. Mais tozotelema na ngambo ya ngaliema bazolanda biso tina ngaliema bazokanga biso. Ba faciliter biso ba yebisa biso ba limite na biso eza wapi to bandela wapi to sukila wapi. Bazokanga moto ezokende kaka kuna ba pesa ke 2 mois pona oya ofuta ba amende pona ozo moto. Comme quoi, à Kinshasa, ainsi qu'ailleurs en République démocratique du Congo, on n'a pas de problème de loi, mais des hommes bien disposés à l'appliquer. Et des chicaneries et balivernes abondants dans la presse et parmi l'opinion pour discrétiser l'arrêté communal et lui imprimer une efficacité mornée ou critiquable. Pour rappel, c'est depuis le lundi 16 septembre 2019 que le bourgmestre de la commune de la Gombe, Fabrice Ngoyi Kazadi, a dans un communiqué annoncé l'interdiction à partir du 23 septembre 2019 pour des taxis-motos de circuler sur toute l'étendue de sa juridiction qui est le siège des institutions nationales. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici les rappels des principaux titres. Le secrétaire général du Forum des parlementaires de la CRG, l'ambassadeur Onyango Kakoba, a conduit sa délégation auprès du président du Sénat, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba, le jeudi 3 octobre 2019 pour présenter leur civilité. Et puis, un accord sur l'importation de la farine de maïs entre le gouvernement zambien et celui de la RDC représenté par le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussois a été signé le mercredi 2 octobre à Lusaka dans le but de lutter contre la pénurie de maïs dans la province du Haut-Katanga. Enfin, 13 jours après l'entrée en vigueur de l'arrêté communal portant interdiction de la circulation de taxis-motos dans les routes de la commune de la Gombe, la mesure semble ne pas être respectée. C'est le constat fait par nos reporters le jeudi 3 octobre 2019. C'est par ici que nous terminons avec cette édition rétrospective. Merci à vous de l'avoir suivi et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.